Salut à tous, avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste vous demander de le liker, commenter, partager à fond. Ça me ferait vraiment super plaisir, surtout que c'est un projet assez gros et qui me tenait vraiment à cœur. D'autre part, j'ai également un compte YouTube, alors le lien sera soit en fiche, soit dans la description si j'y pense. N'hésitez surtout pas à y aller faire un tour, ça me payera un sucre pour mon café. Sur ce, on passe à l'épisode. SpaceX. J'ai eu beau réfléchir des heures à cette intro, entre Elon Musk, son créateur, les projets démesurés comme Starship, ou encore le nombre d'exploits incroyables réalisés par la compagnie, rien ne peut résumer SpaceX en une phrase. Alors si vous le voulez bien, on va prendre un peu plus que 5 minutes pour en parler. C'est le 21 décembre 2015 que le grand public découvre réellement SpaceX dans les médias traditionnels, et avec un exploit de taille pour l'époque. Faire atterrir le premier étage d'un lanceur spatial sur une piste terrestre située à Cap Canaveral dans le but de pouvoir le réutiliser ultérieurement, le tout dans le cadre de la mission Orbcom 2. Et pourtant, si SpaceX réussit à faire parler de lui en décembre, ils ne sont pas les premiers. Blue Origin, la compagnie du milliardaire patron d'Amazon, Jeff Bezos, avait déjà réussi cet exploit technique le 23 novembre de la même année avec la New Shepard. La seule différence étant que SpaceX mettra la barre un cran plus haut, étant donné qu'il s'agissait d'une mission commerciale visant à mettre 11 satellites Orbcom en orbite, là où Blue Origin n'avait pas visé l'orbite mais une, entre guillemets, simple trajectoire verticale. Mais l'histoire de SpaceX démarre bien plus tôt, en 2001 pour être plus précis. À cette époque, Elon Musk pense sérieusement au projet Mars Oasis, projet visant à envoyer une sorte de mini-serre à la surface de Mars. L'objectif est de redonner au grand public son intérêt pour l'espace assez bas à cette époque et, également, dans le meilleur des cas, augmenter de façon indirecte le budget de la NASA. Vous l'aurez compris, même à cette époque, Elon Musk a déjà des idées et des objectifs hors normes. À partir de cette idée, Elon Musk va partir en Russie, en face de lanceurs qu'il pourrait racheter à moindre coût. Je vais vous épargner les détails, mais cette recherche sera un échec, et après certains calculs, pour l'anecdote effectuée pendant le vol du retour, il se rendra compte qu'il peut fabriquer un lanceur de par ses propres moyens et pour un coût largement inférieur aux tarifs de l'époque. De retour aux États-Unis, Elon Musk va se mettre à la recherche de professionnels du métier pouvant l'aider à développer un lanceur. Je vais vous épargner les détails, mais à partir de là, ce sera une véritable descente aux enfers pour Elon Musk et SpaceX. Entre un budget qui fond comme neige au soleil et des difficultés techniques à la chaîne, Elon Musk permettra près de la moitié de sa fortune au moment où SpaceX réussira ses premiers lancements. Et pourtant, le site de construction des Falcon ressemble déjà à une usine de SpaceX. Sa couleur blanche, propre, et surtout, cette rupture si caractéristique à SpaceX, où les ingénieurs côtoient les soudeurs littéralement. Et c'est déjà une force pour SpaceX même à cette époque. Si une pièce doit être modifiée, elle l'est quasiment instantanément, là où la modification d'une pièce sur un autre lanceur peut prendre des mois. C'est de cet enfer financier et humain que sortira la Falcon 1, Falcon faisant référence au Millennium Falcon de Star Wars, dont le premier vol, initialement prévu le 26 novembre 2005, aura finalement lieu le 24 mars 2006, notamment à cause de problèmes liés au moteur Merlin. En attendant les premiers succès, une partie de l'équipe séjournera dans l'atoll de Kwajalein, je l'écrirai à l'écran, faisant partie des îles Marshall, perdues en plein océan Pacifique, le tout dans des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles à supporter, notamment à cause de la moiteur et de la chaleur, mais également aussi à cause des faibles moyens de SpaceX empêchant la mise en place d'un réel système d'habitation. Nous sommes de retour le 24 mars 2006. La première Falcon 1 s'élance dans le ciel avec à son bord le satellite de l'USAF FalconSat 2. Malheureusement, 33 secondes après le décollage, une défaillance du moteur Merlin entraînera la perte de la Falcon et de sa charge utile. Le 21 mars 2007, le second vol à vide avec simulateur de poids, une sorte de gros morceau de métal dont la perte est inoffensive et dont le travail est de simuler le poids d'une charge utile, sera lui aussi un échec, même si cette fois-ci, le premier étage effectuera son travail avec succès, le problème venant d'une oscillation du second étage.
Le troisième vol, le 3 août 2008, embarquera cette fois-ci 3 satellites, et sera également un échec, le problème venant cette fois d'une collision entre le premier et le second étage. Il faudra attendre le quatrième vol, et également à vide avec un simulateur de poids, comme pour le second vol, pour que la Falcon 1 soit un succès. Pour la première fois de l'histoire, c'est une entreprise privée qui réussit à atteindre l'orbite basse terrestre. Le cinquième et dernier vol de la Falcon 1 sera son premier vol commercial. Il embarquera le satellite malaisien Razaksat. Le vol sera lui aussi un succès. Côté caractéristiques, la Falcon 1 pouvait emmener jusqu'à 670 kg en théorie, 180 démontrés, en orbite basse terrestre et 430 kg en orbite polaire. Normalement, les Falcon 1 étaient équipés de parachutes afin d'essayer de les récupérer après une chute dans l'océan. Je n'ai néanmoins pas trouvé plus d'informations à ce sujet. Petite parenthèse rapide, à partir de maintenant, la structure de l'épisode va légèrement changer. On va s'intéresser à chacun des projets et travaux de SpaceX individuellement, et non en parlant de chaque événement par ordre chronologique. Par exemple, le développement de la capsule Dragon et de la Falcon 9 se déroule simultanément, et nous parlerons de chacun individuellement. Cette parenthèse étant terminée, on continue l'épisode. Nous allons maintenant nous intéresser au successeur du lanceur Falcon 1, la Falcon 9, qui, pour l'anecdote, s'appelait d'abord Falcon 5. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi ce passage de 1 à 5 et puis de 5 à 9. Eh bien, le nombre suivant le nom de Falcon faisait référence au nombre de moteurs Merlin. 1 moteur Merlin pour une Falcon 1, 5 moteurs Merlin pour une Falcon 5 et 9 moteurs Merlin pour une Falcon 9. Cette règle ne semble cependant plus appliquée par SpaceX à l'heure actuelle. Leur nouveau lanceur s'appelant Falcon Heavy, 3 Falcon 9 mis ensemble, Starship ou encore Super Heavy, le premier étage de Starship. Cette petite parenthèse étant faite, passons à la Falcon 9. Le développement de ce lanceur lourd, destiné à remplacer pour SpaceX la Falcon 1, débute en 2006, même si la base du premier plan de Falcon 9 reprend l'architecture globale de la Falcon 5, dont le développement avait été officiellement annoncé à partir de 2005. Le développement de la Falcon 9 sera quant à lui beaucoup moins cauchemardesque que celui de la Falcon 1. SpaceX ayant réussi, de par ses précédents succès avec la Falcon 1 et ses précédentes premières, comme étant la première compagnie privée à atteindre l'orbite basse terrestre, a attiré des investisseurs privés comme publics. Et dans les investisseurs publics, on peut notamment citer la NASA, dont les premiers investissements viendront dans le cadre du programme commercial Orbital Transportation Service, abrégé COTS, dont l'objectif est de développer des nouveaux moyens de transporter des astronautes dans l'espace, la fin des navettes spatiales américaines étant déjà en vue à cette époque. Au total, SpaceX gagnera 396 millions entre 2006 et 2011 pour le développement de la Falcon 9 et du vaisseau Dragon, dont nous reparlerons tantôt. L'objectif de ce premier financement sera de permettre le vol à titre de démonstration de 3 Falcon 9 avec vaisseau Dragon. Finalement, le 4 juin 2010, après 2 interruptions du compte à rebours, la première Falcon 9 s'élance depuis Cap Canaveral en Floride. Il est à noter que, pour ce premier vol, le vaisseau Dragon embarqué n'est qu'une maquette. Le lancement sera un succès total, malgré que le second étage subisse un léger roulis imprévu qui entraînera une erreur de l'orbite, qui sera finalement quasiment circulaire de 250 km et inclinée de 34,5 degrés. L'erreur n'étant qu'inférieure à 1%, le vol sera un succès. Le premier étage, qui devait quant à lui être récupéré via des parachutes, s'écrasera malheureusement dans l'océan. Quelques instants après la mise en orbite du Dragon, le contact est perdu avec le second étage, les batteries n'ayant pas été conçues pour durer longtemps. Une perte de contact tout à fait normale donc. On suppose que le tout s'est désintégré dans l'atmosphère quelque part au-dessus de la Syrie ou de l'Irak. En 2008, la NASA signe un contrat de 3,1 milliards de dollars avec SpaceX pour 12 missions vers l'ISS, appelé Commercial Resupply Service, abrégé CRS, le préfixe de toutes les missions de SpaceX vers l'ISS. Fort du premier succès de la Falcon 9, SpaceX effectuera une seconde mission de démonstration, et la première des 3 missions de démonstration du cargo Dragon, le vol précédent n'étant, je le rappelle, qu'une maquette, le 12 août 2010, qui sera elle aussi un succès. La Falcon fera son travail à merveille pour la mission COTS-1 et la capsule Dragon sera récupérée sans problème particulier. SpaceX en profitera d'ailleurs pour effectuer différents tests avec le second étage,
une fois celui-ci séparé de Dragon, comme rehausser son orbite entre autres. Par la même occasion, SpaceX en profitera pour lancer plusieurs petits satellites et surtout un simulateur de poids à bord de la capsule Dragon. Une tonne de fromage Labrouer en référence à un sketch de Monty Python. Cependant, Elon Musk ne révélera pas tout de suite l'existence de cette charge, de peur que la blague ne prenne le pas sur l'exploit réalisé par SpaceX. Normalement, à ce stade, SpaceX doit encore réaliser 2 vols tests avant que le cargo Dragon ne soit certifié pour ravitailler l'ISS. Mais après avoir fait pression sur la NASA, SpaceX obtiendra que les missions COTS-2 et COTS-3 soient groupées dans le vol suivant, renommé Dragon C2+. C'est donc le 22 mai 2012 que la Falcon 9 s'élance de son pas de tir de Cap Canaveral, avec cette fois-ci un vaisseau Dragon disposant d'une réelle charge utile. Je vais vous passer les détails, mais après 3 jours d'essai dans l'espace, c'est le 25 mai qu'une partie de l'histoire de SpaceX et de la conquête spatiale va s'écrire. Pour la première fois, un vaisseau privé est capturé et amarré à l'ISS. Le 26 mai, l'équipage de l'ISS est autorisé à ouvrir le sas et à accéder au cargo. Le 31 mai, le cargo Dragon se pose enfin dans l'océan Pacifique à 15h42 UTC. Le 8 octobre 2012, SpaceX enverra le premier cargo des missions CRS vers l'ISS, mission qui elle aussi sera un succès total et qui ouvrira la voie à plusieurs autres missions. Parallèlement à tout cela, SpaceX continue de réfléchir et de développer la réutilisation de ses Falcon 9, notamment grâce à une série de tests à l'aide de Grasshopper, annoncée à partir de 2011, qui reprend une partie de la structure des réservoirs de la Falcon 9 1.0 de 32 mètres de haut. Un second Grasshopper, nommé F9R Dev 1, qui reprend quant à lui une partie de la structure de la Falcon 9 1.1, comme le réservoir par exemple, sera également construit. En effectuant des bonds de différentes hauteurs, Grasshopper permettra à SpaceX de tester différents systèmes de guidage, techniques d'atterrissage, etc. dans le but d'améliorer la réutilisation de ces Falcon 9. Contrairement au Falcon 9, les pieds de Grasshopper n'étaient pas déployables ou rétractables, ils étaient fixes. SpaceX reprend d'ailleurs l'idée de Grasshopper avec Starship Hopper, sorte de Starship à l'échelle réduite, qui effectuera le même type de travail que Grasshopper pour les Falcon 9 avec Starship. Bref, terminons ce chapitre sur les Falcon 9. Le 29 septembre 2013, SpaceX effectue son premier vol hors contrat des programmes CRS ou COTS, inaugurant par la même occasion une nouvelle version améliorée de la Falcon 9, la Falcon 9 1.1. Le vol sera également un succès. Cependant, la réutilisation du premier étage sera un échec et celui-ci s'écrasera dans l'océan. La Falcon 9 1.1 est déjà une révolution pour SpaceX. Elle pourra être facilement équipée des fameux pieds utilisés pour les atterrissages de SpaceX, elle est plus grande et plus puissante et dispose aussi de quelques améliorations de la coiffe. Toutefois, les changements les plus visibles sont la différence de taille et la forme des 9 réacteurs qui passent de carré au rond actuel. Je vais cette fois-ci aussi passer les détails, mais l'amélioration suivante sera la Falcon 9 1.2 Full Thrust, qui elle aussi apportera de nombreuses modifications au niveau de la récupération, de la puissance, etc. L'amélioration suivante est à la Block 4, et enfin, le tout aboutira sur la Falcon 9 Block 5 actuellement utilisée. Plus facilement réutilisable, plus puissante et moins chère, la Falcon 9 Block 5, dont le coût tourne autour des 50 millions de dollars, est capable de placer 22,8 tonnes en orbite basse terrestre. À l'heure actuelle, les Falcon 9 Block 5 sont censés être réutilisés un grand nombre de fois et beaucoup plus faciles à réutiliser, la preuve en étant que certaines ont déjà revolé 3 fois. La Falcon 9 Block 5 apporte également certains changements esthétiques, comme l'ajout d'une bande noire avant le second étage, le changement de couleur de pied vers le noir également, ainsi que le rehaussement du logo de SpaceX, le tout dans le but d'économiser de la peinture, les endroits ayant été modifiés étant salis à chaque fois pendant la réentrée, notamment à cause de la suie dégagée par les moteurs Merlin. Malgré quelques accidents, comme une explosion sur son pas de tir pendant une mise à feu statique, ou une explosion en plein vol pendant la mission CRS-7, les Falcon 9 ont, en quelques années, réussi l'exploit de se hisser au sommet du podium des meilleurs lanceurs, ce qui relève de l'exploit, sachant que SpaceX est parti de rien.
Comme dit en début d'épisode, après plusieurs essais ratés, SpaceX réussira finalement à réutiliser une Falcon 9, à en faire atterrir sur la Terre comme en mer, et à transformer la Falcon 9 en un succès inégalé pour une petite compagnie privée disposant de moyens limités, et ce malgré le capital d'Elon Musk qui n'était malgré tout pas illimité. Ce chapitre sur les Falcon 9 étant clôturé, si vous le voulez bien, nous allons maintenant parler du cargo Dragon et de sa version habitée, la capsule Dragon Crew. Je tiens cependant à préciser que je ne parlerai pas beaucoup de son développement, ayant déjà largement évoqué celui-ci pendant le chapitre sur les Falcon 9, j'ai déjà résumé le principal. Dragon est un vaisseau cargo destiné à ravitailler l'ISS. D'un poids de 4,2 tonnes à vide, il est capable d'emmener 6 tonnes de fret, les 6 tonnes pouvant être pressurisées, non pressurisées ou seulement une partie pressurisée. Pour l'anecdote, Elon Musk a appelé Dragon ainsi en référence à la chanson Puff The Magic Dragon par Peter, Paul and Mary, en piqûre vis-à-vis de certaines critiques de l'époque qualifiant le projet d'impossible. Dragon devait être décliné en 2 autres versions. Dragon Lab, une version censée voler pour des missions ne s'amarrant pas à l'ISS, et Red Dragon, une version devant se poser sur Mars dans le cadre d'une mission de retour d'échantillons. Cependant, aucune de ces variantes ne verra le jour, même si dans le cas de Dragon Lab, certains vols étaient déjà prévus. Mais la principale variante de Dragon reste Dragon V2, renommée depuis lors Crew Dragon. Cette version modifiée de Dragon doit pouvoir embarquer entre 3 et 7 astronautes vers l'ISS. Son développement a été annoncé officiellement à partir de 2010. Il est développé dans le cadre du programme CC-Dev de la NASA. Il est donc développé pour le même programme et avec les mêmes objectifs que la capsule Starliner de Boeing ou la Dream Chaser de Sierra Nevada Corporation dont nous parlions dans un épisode précédent. Normalement, la version habitée de Dragon effectuera son premier vol à vide courant février et un premier vol habité vers le milieu de 2019. Cependant, ces dates peuvent encore être amenées à changer. Petite parenthèse rapide juste pour vous montrer cette photo ainsi que cette photo de la future rampe d'embarquement des astronautes de SpaceX dans la capsule Dragon. Mais il n'y a pas que les Falcon 9 et les capsules Dragon en développement chez SpaceX. Dans un futur immédiat, on peut déjà citer la Falcon Heavy, dont le vol inaugural a eu lieu le 6 février 2018, après un essai statique le 26 janvier 2018. La Falcon Heavy est l'un des lanceurs les plus puissants à l'heure où j'écris ces lignes. Elle est capable de placer 63,8 tonnes en orbite basse, et 26,7 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Revenons-en à son vol inaugural. Celui-ci a grandement participé à l'histoire de SpaceX, notamment grâce à un coup de communication ou de génie en fonction des points de vue de la part d'Elon Musk. En effet, au lieu d'un simple poids pour simuler une charge, c'est sa Tesla Roadster rouge cerise personnelle équipée d'un mannequin portant la future combinaison des passagers de Crew Dragon, le tout partant sur une orbite amenant la voiture et son passager à croiser l'orbite de Mars. Petit détail amusant à remarquer, une miniature de la Tesla Roadster avec Starman, le nom du mannequin, sur le tableau de bord, l'écran affichant le célèbre Don't Panic, ne paniquez pas, du guide du voyageur intergalactique, ou encore l'inscription Made on Earth by Human, fabriqué sur Terre par des humains. Mais le vol inaugural de la Falcon Heavy est également connu pour une autre raison que ces magnifiques photos que vous voyez actuellement. En effet, l'une des images la plus spectaculaires à regarder reste celle de cet atterrissage simultané des 2 boosters de la Falcon Heavy. Malheureusement, ce vol ne sera pas un succès total. Le premier étage s'écrasera à côté de la barge devant le récupérer, faute de carburant, et la Tesla partira sur une orbite légèrement plus grande qu'initialement prévu. Malgré tout, ce vol restera l'un des meilleurs coups de communication de SpaceX et l'une des plus belles images de l'année 2018. Pour clôturer ce chapitre sur les lanceurs de SpaceX, et avant de s'attaquer à la réutilisation des coiffes et aux barges, on va rapidement parler du prochain lanceur lourd de SpaceX, le couple Starship Super Heavy, anciennement appelé BFR. D'une hauteur d'environ 118 mètres, 63 pour le premier étage Super Heavy et 55, information susceptible de changer, pour Starship, Starship devrait emmener 100 tonnes en orbite basse. Actuellement en développement, notamment avec Starship Hopper, dont je parlais plus tôt, Starship devrait effectuer un premier vol commercial en 2023, en emmenant 6 à 8 artistes composer une œuvre autour de la Lune, en s'inspirant de leur voyage. Cependant, SpaceX et surtout Elon Musk étant habitués des annonces qui retombent vite dans l'oubli, cette information reste à prendre avec précaution. Ceci va clore le chapitre sur Starship et Super Heavy, son premier étage.
Chapitre assez court, mais malheureusement, les informations et les caractéristiques changent souvent et restent encore très floues. Je préfère donc ne pas m'attarder sur des informations susceptibles d'être fausses ou erronées. Ce chapitre sur les lanceurs étant fini, on va un petit peu parler de la flotte maritime. SpaceX dispose actuellement de 2 barges, dédiées aux atterrissages en mer des premiers étages de Falcon 9. Of course I still love you, bien sûr je t'aime encore, souvent appelée OCISLY, construite en 2015 et dont le port d'attache actuel est celui de Cap Canaveral. La seconde se nomme Just Read the Instruction et est quant à elle attachée au port de Los Angeles. Il est à noter qu'il existe 2 barges Just Read the Instruction. La première, Mermac 300, a été retirée du service en 2015 et la seconde, Mermac 304, a été construite en 2015. Une troisième barge, nommée A Shortfall of Gravitas, en construction depuis début 2018 et devant entrer en service début 2019, servira, quant à elle, à aider SpaceX à suivre la cadence sur la côte Est, près de Cap Canaveral, notamment vis-à-vis des atterrissages en simultané des boosters de la Falcon Heavy. Et pour clôturer les principaux membres de la flotte maritime de SpaceX, il y a Mr. Steven, dont le port d'attache se situe à Los Angeles et qui, depuis de récentes modifications en juillet 2018, dispose d'un filet de 3700 mètres carrés, taille quadruplée lors de ses travaux, et dont la mission principale est d'essayer de récupérer les coiffes des Falcon 9. Même si jusqu'à présent les tentatives de récupération des coiffes ont fini dans l'eau, SpaceX espère bientôt réussir à les attraper après un vol sous parachute, des essais plutôt concluants ayant été récemment menés. Et la récupération des coiffes a de quoi intéresser. Leur prix est de 6 millions de dollars, soit 10% du coût d'une Falcon 9. Pour conclure cet épisode, j'aimerais dire ceci. Les ambitions de SpaceX sont grandes, très. Cependant, et ils l'ont déjà démontré par le passé, SpaceX est également un acteur du spatial capable de réaliser de grandes choses, très grandes. Certes, certains projets peuvent encore changer, et la colonisation de Mars telle qu'elle est annoncée actuellement risque d'être bien plus dure que prévu, voire impossible. Certes, certains propos de colonisation, de tourisme sont un peu sensationnels, qu'ils s'avèrent vrais ou non, en tout cas, SpaceX a le mérite de réussir à nous maintenir en haleine. Pour la suite de l'histoire, je n'ai qu'une seule phrase, wait and see. C'est tout pour cet épisode, que j'aurais pu faire plus long, mais ça aurait été vraiment trop long. Je ne tenais pas non plus à trop m'attarder sur des détails, et croyez-moi, des détails, il y en a. Et malheureusement, si j'avais dû en parler, l'épisode aurait été beaucoup trop long. Car pour tout dire, un documentaire de 2 heures ne suffirait pas. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à dans environ une semaine pour un prochain 5 minutes pour parler.